Bonjour à tous, amis de Graines de Bonheur. Je suis très heureux de faire cette vidéo avec vous et donc de venir chez vous pour parler un petit peu de moi et de ma passion. Merci à Jenny qui a préparé cette petite vidéo et qui m'a demandé donc de parler un petit peu de ce qui me passionne et en l'occurrence l'écriture. J'ai écrit 6 romans, dont 4 encore publiés qui sont ici. Et alors, je suis écrivain, donc, mais alors qu'est-ce qu'un écrivain? C'est une bonne question déjà à la base. Alors, écrivain, ça peut être aussi une catégorie socio-professionnelle, un métier qui rapporte de l'argent. Et en général, les écrivains qui ont ce métier ne font pas que des écrits de romans ou des publications. Ils font surtout des articles, ils sont dans ce milieu, un milieu littéraire, un milieu commercial. Ils sont des artistes qui gagnent de l'argent à ce niveau-là, donc en sachant sachant vraiment rentabiliser leurs œuvres. Il y a des gens très talentueux, il y a des gens très commerciaux. Et quelque part, je pense que si vous aimez écrire, si vous avez besoin d'écrire, c'est ça qui est important. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, 90% des écrivains, ceux qui écrivent des romans, des ouvrages, gagnent moins que le SMIC. Donc, si vous voulez écrire pour gagner de l'argent, si vous voulez écrire pour la gloire ou pour vous sentir écrivain dans ce terme un petit peu fantasmé, vaut mieux faire autre chose, tout simplement. Écrivain, c'est comme un artiste, c'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer les choses. Et je connais personne qui l'a mieux expliqué que Charles Bukowski. Je vous conseille d'aller sur YouTube et écouter son texte sur l'écriture, sur qu'est-ce qu'un écrivain. Ça s'appelle So, You Want to be a Writer? Ça veut dire, donc, ainsi, tu veux être écrivain. Et il explique ce que c'est. Et ce que c'est être passionné, c'est avoir besoin de sortir au fond de soi quelque chose, une expression, une vie qui est là et qui doit sortir. Après, si vous êtes, comme dirait Alexandre Astier, si vous êtes apprécié ou pas, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir mis tout votre cœur dedans et d'avoir cherché, d'avoir poussé votre art et votre perception. Alors, il y a beaucoup de choses dont on parle des écrivains. Tenez, voilà. I'm a writer, I hate people. C'est un petit t-shirt superbe qui m'a été offert par une amie, lectrice. Donc, est-ce qu'un écrivain vit dans sa tour d'ivoire et ne voit pas le monde? Au contraire, je pense qu'un écrivain, pour moi, c'est plutôt quelqu'un comme Orwell, qui a été cuisinier au Ritz. C'est quelqu'un qui connaît la vie, qui l'a puisé comme Bukowski, qui s'est inspiré vraiment de la réalité pour pouvoir le retransmettre et essayer de sortir ce qu'il a au fond de lui. Alors, il y a de très bons écrivains qui ont fait ce métier, qui ont fait un métier. Par exemple, Hemingway, évidemment, c'est un très grand écrivain, ou Conrad, ou Joseph, voilà que son nom m'échappe, ça va me revenir. Enfin, tous ces auteurs-là sont des auteurs qui sont des journalistes d'abord. Hemingway était un reporter de guerre. Il y a d'autres écrivains français comme D'Ormesson, formidable D'Ormesson, qui a quand même passé sa vie à écrire surtout, parce que tout le reste c'était un peu bidon. Il était représentant à l'UNESCO, il a été dans plusieurs endroits. Comme il disait, il a été directeur du Figaro. Il disait lui-même qu'on ne peut pas être directeur du Figaro et savoir écrire. Et après, il a été directeur, alors que c'était après. Et lui, évidemment, savait écrire. Mais bon, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que l'écrivain vient dans un autre métier. Voilà. L'écrivain doit donc vivre de sa passion et exprimer des choses. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a, avec notamment l'intelligence artificielle, vous leur donnez tous les romans de Victor Hugo et il vous fera un autre roman de Victor Hugo et on trouvera ça formidable. Alors que ça n'est pas. Pourquoi? Parce que ça ne crée pas. C'est ça la différence entre un artiste, un écrivain, et une personne qui recopie. On peut très bien recopier, c'est pas la question. Alors prenez par exemple un livre qui a fait un best-seller, un formidable best-seller, tout simplement Harry Potter. Harry Potter, tout le monde connaît, formidable Harry Potter. L'écrivain qui a fait ce texte, c'est Rowling, et cette anglaise, personne n'en voulait de son texte. Harry Potter, personne n'en voulait. Et si c'est devenu un best-seller, un grand livre, spécifique pour les enfants, la sorcellerie, tout ce que vous voulez, mais s'il est devenu un grand livre, c'est parce qu'un jour, un Américain, un commercial, spécialiste du marketing, a dit ça va marcher. Et il l'a fait pour que ça marche, et que ça a marché. Alors c'est devenu, du coup, c'était une personne que personne ne voulait, est devenu un grand écrivain formidable. Et elle était déjà avant. Donc, et ce qui est amusant, c'est qu'une fois que Rowling a sorti ses romans, parce qu'elle a fait toute une série, on voit
on a vu pas mal d'éditeurs qui ont appelé leur auteur de maison. Ils leur ont dit, bah, écoute, fais-moi un texte comme ça, avec un sorcier, un truc pour les adolescents, un machin avec des monstres à deux têtes, des conneries comme ça. Et alors tout le monde a écrit derrière. Alors il peut y avoir des bonnes choses aussi, hein. Mais bon, ça, c'est pas vraiment ce que j'appelle de l'écriture. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les gens, le public, aillent voir d'autres personnes, aillent voir des auteurs qui sont peut-être plus intimes, plus personnels, et qui au moins peuvent expliquer ce qu'ils ont écrit. Et c'est tout un changement de société. Aujourd'hui, on dit qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs, c'est possible, mais c'est pas plus mal, parce qu'on vit notre art et on vit ce qu'on met dedans. Et donc, moi, je vous conseille, si vous vous sentez là-dedans, parce que vous pouvez très bien vous exprimer par autre chose que les mots, vous pouvez vous exprimer par les peintures, vous pouvez vous exprimer par la photo, vous pouvez vous exprimer par plein de choses. Mais si vous vous sentez exprimé par les mots, n'ayez pas peur, écrivez et vous vous améliorez au fur et à mesure. Et surtout, ce qui compte, c'est ce que vous dites. Il y a des très grands livres qui passent un peu à côté parce qu'il y a eu des petites choses qui n'ont pas marché. Et par exemple, il y a Hemingway, le dernier roman d'Hemingway, Après la rivière et dessous les arbres. Hemingway fait une grosse erreur, une grosse coquille, comme on dit. Il se trompe du prénom de son héros, le personnage principal. Il se trompe et les éditeurs ne voient rien du tout. Ça sort comme ça et les gens finissent par s'apercevoir qu'il y a une erreur dans le prénom du personnage central, du héros. Et on va dire, comme c'est Hemingway, on va dire c'est génial, il a fait exprès, tout ça. Ben non, il n'a pas fait exprès, c'est une coquille tout simplement. Et une coquille, c'est pas grave. Alors évidemment, il faut éviter qu'il y en ait, des fautes d'orthographe, des choses comme ça heurte, c'est pas très agréable. Donc il faut essayer d'éviter qu'il y en ait. Un éditeur va vous corriger ça avec des professionnels qui vont vous relire tout et qui vont vous revenir en disant ah, est-ce que tu veux vraiment mettre ça, est-ce que tu... Donc ça, c'est un travail qu'un éditeur vous apporte, c'est très bien. Après, le problème, c'est que est-ce que l'éditeur va vraiment faire un travail de marketing derrière? Il y a tellement de textes, est-ce qu'ils vont vraiment s'occuper? Personnellement, vous allez le voir, je vais vous présenter rapidement mes romans. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de transmettre ces romans. Parce que quand vous publiez, c'est vraiment pour que d'autres personnes puissent le lire, puissent partager, puissent aimer ou pas. Et quand ils aiment, eh bien, ils reviennent, ils vous posent plein de questions et il y a quelque chose en contact qui se fait. Et c'est peut-être là qu'il y a l'art, tout l'art en question. La personne qui m'a fait cadeau ce pull, enfin ce t-shirt, m'avait dit quelque chose qui m'a fait très plaisir, énormément plaisir, et qui, je pense, est une citation, une phrase qui exprime bien ce que j'écris, enfin, ma façon d'écrire et ma vision de l'écriture. Elle a dit, tu utilises les mots de tout le monde pour écrire comme personne. C'est une phrase qui m'a fait énormément plaisir. Parce que justement, le but, c'est d'attirer le lecteur, de dire « viens avec moi, je vais te raconter une histoire », tout simplement. À l'époque, même au Moyen-Âge et même jusqu'en 1900, les gens se retrouvaient la nuit, enfin le soir, à côté du feu, et puis ils se racontaient des histoires. Et ces histoires, c'était pas n'importe quoi, c'est comme dans la mythologie grecque, c'est des histoires. Et chaque histoire a une légende, a une morale. Une morale, peut-être pas dans le sens moral du terme, de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, mais dans le sens, il y a des choses profondes que l'humanité se transmet de génération en génération. Et par l'écriture, on arrive à transmettre un petit peu de ces choses-là. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un roman? Un roman, c'est un opéra. Un opéra, il y a tout. Vous pleurez, vous riez, vous réfléchissez, vous vous sentez en colère, vous vous sentez heureux. Il y a tout. Un opéra, c'est la vie, en fait. Alors, comment, oui, Jenny m'a demandé d'expliquer comment ça m'est venu l'écriture. Je pense, comme tout le monde, quand on a une passion, ça vient, c'est tout le temps là, en fait. On est né avec ça. Personnellement, j'ai lu très tôt, parce qu'en général, les gens qui écrivent lisent beaucoup. Je lis beaucoup. Et je me rappelle d'ailleurs la première fois que j'ai lu un bouquin, c'était un Agatha Christie. J'étais tout jeune et on allait avec ma mère dans les librairies, parce qu'elle lisait beaucoup aussi. Et j'avais demandé un Agatha Christie encore, puisque je lisais beaucoup ça. Et la vendeuse a été horrifiée. On dit, mais comment? Il est tout jeune, vous ne pouvez pas lui faire lire des romans policiers comme ça, c'est horrible, il y a des meurtres, tout ça. Et bon, j'en avais déjà lu une bonne quantité, c'était assez amusant. Et donc, je m'étais mis à écrire aussi, comme ça. C'était très mauvais, hein, c'était quelques pages comme ça. Et quand je suis arrivé en terminale, à l'école, au lycée, c'était même avant, en troisième d'ailleurs, c'était en troisième, j'avais qu'un ami, Pascal, peut-être qu'il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Avec Pascal, on avait monté un journal, le journal de l'école.
Alors, les journaux de l'école, alors lui, il faisait la préparation, la mise en page, les photos qu'il allait prendre un peu n'importe où. Et moi, je faisais le texte. Et on avait parti dans l'idée que tous les profs étaient des chiens. Alors là, il y avait le labrador, le teckel, le berger allemand. Tous les profs étaient des chiens et on s'amusait, on taquinait un petit peu dans ce registre, chaque prof, et on s'amusait bien. On le relisait, on s'amusait. Puis après, il y a des amis qui ont voulu le lire aussi, ils l'ont lu, ils se sont amusés. On a fait des photocopies, parce qu'à l'époque, c'était des photocopies. Avec les photocopies, on les a passées un peu à tout le monde, mais il y a de plus en plus de gens qui voulaient le lire. Et puis, évidemment, un jour, on est appelé dans le bureau du directeur, qui n'a pas vraiment aimé nos talents artistiques. Et il nous a dit, non mais là, c'est une insolence, ça m'a beaucoup amusé. Comment est-ce qu'on peut être choqué par les écrits de petits jeunes comme ça, de troisième, qui écrivent, bon, les profs c'est des chiens, on aime bien les chiens, c'est gentil. Et donc ils nous ont dit, non mais arrêtez tout ça, vous vous rendez pas compte, ça, les mots peuvent bouleverser, ça c'est étonnant. Et ça m'est resté, j'ai dit, ah ben écoutez, en plus en se moquant, enfin en se moquant gentiment, parce que je ne me suis jamais moqué avec méchanceté, mais en se moquant, on bouleverse les choses, on bouge les choses. Et avec les mots, ça devient réel. Et les gens commencent à réfléchir. Et ça, c'est phénoménal. Et donc, on m'avait demandé, enfin Pascal m'avait demandé, et d'autres amis m'ont dit, mais écris en bouquin, écris en roman. Comment on peut écrire en roman? Alors vous-même, si vous vous dites, j'aimerais écrire en roman, comment je pars? Alors, il y a plusieurs manières. Moi, mon premier roman, je l'ai pris, je m'étais dit, je veux que ce soit une aventure. Je ne veux pas mettre des parties, des organisations. Voilà, je vais raconter une histoire et je vais me concentrer sur la première image qui me vient à l'esprit. Je fais le vide dans mon esprit. La première image qui me vient à l'esprit, ben, ça va être ma première phrase. Et ça va être même le titre. En l'occurrence, ça a été une jeune fille qui courait sur la plage. Et mon titre s'appelait La jeune fille qui courait sur la plage. Et ça commence comme ça, une jeune fille qui fait son jogging sur la plage, hein, sur les galets, donc c'est la plage à côté de Nice. Hein. Elle court sur la plage et à travers elle va nous emporter, elle va entraîner le lecteur dans sa foulée et une histoire va se développer. Et cette histoire, elle est venue normalement, elle est venue comme ça, en écrivant. Et je me suis aperçu que le questionnement de ce roman était de savoir, est-ce que l'amour vient de manière presque miraculeuse, de manière tout à fait difficilement explicable, comme le coup de foudre. Il y a deux personnes qui se croisent à un moment donné et puis il se passe quelque chose. Ou est-ce que ça se construit? Il faut voir que pendant des années, pendant des siècles, les mariages étaient organisés et on disait, en mettant un homme et une femme ensemble, ils vont finir par s'aimer. C'était ce questionnement qui est venu tout seul et qui s'est développé durant tout ce roman. Alors ça, comment j'ai fait? Alors à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Ce que j'ai fait, c'est que je suis passé par une presse universitaire qui publiait des travaux de thèse, des choses comme ça. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me le faire format un roman. Et ils me l'ont fait. Et donc là, dans ce cas-là, j'ai été en fait avec, en parenthèse, un imprimeur qui m'a tiré mes romans. Et moi, j'ai vendu mes romans. Voilà, à partir de là. Ça a été ma première manière de faire. Ensuite, je suis allé à l'université et bon, j'ai écrit un autre roman qui était un roman purement d'espionnage. Alors là, au contraire, tout était construit. Un roman d'espionnage, c'est comme une horloge, ça doit être construit. Ça part avec une histoire, tout de suite, il faut projeter le lecteur dedans. Pam, il se trouve là, qu'est-ce qui se passe? Et on va petit à petit accélérer, parce que c'est comme un mécanisme d'écrasement. De plus en plus, le héros est écrasé par l'histoire, et on pense qu'il ne pourra pas s'en sortir, et puis il y a des coups de théâtre. Voilà. Et les choses évoluent, et on surprend le lecteur. Et à la fin, on se dit, ah, ouais, pas mal. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une structure, c'est une organisation. Donc c'était ce deuxième roman qui s'appelle La Traque. Et là, je l'ai publié avec un groupe associatif d'auteurs qui voulaient produire ces romans. Et donc, avec juste l'abonnement et un travail collectif, on a pu sortir mon roman et d'autres romans comme ça, par un imprimeur un peu aussi extérieur cette fois-ci, enfin que je ne connaissais pas. Et on a pu sortir ce roman-là. Et après, pendant des années, bon, j'étais très occupé, je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai travaillé, hein. J'étais impliqué de plus en plus dans mon travail. Et il y a quelques années, en 2006, je me suis remis à l'écrire, parce que j'ai toujours écrit des petits poèmes, des haïdous, des choses comme ça, des petites choses, parce que j'en avais besoin, mais c'était jamais recherché. Et puis bon, là, à un moment donné, j'ai eu besoin de revenir à ça, revenir à l'écriture. Et alors je me suis remis à écrire ça, et j'ai commencé un de ces 4 romans qui sont toujours publiés.
En l'occurrence, c'est Le diable aussi était ange. Le titre paraît bizarre. Le diable aussi était ange. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le diable et ange, c'est un peu la même chose. Alors, ce roman est un roman d'espionnage, puisque j'aime bien l'espionnage, mais aussi un peu plus que ça. Ça raconte l'histoire d'un homme, un comptable, qui a une petite vie sympathique, mais qui n'apporte rien de spécial. Il se sent un peu perdu, il se sent un petit peu à la traîne de tout. Il est assez sombre. Et cet homme-là, parce qu'il doit aller à Toronto pour une discussion entre comptables, et il va rencontrer, il va être percuté par un autre personnage, mais un personnage complètement différent, brillant, exceptionnel, et dans une vie un petit peu, évidemment, fictive. Ce personnage, c'est une femme, hein, c'est une espionne, et elle est dans son histoire d'espionnage, hein, dans laquelle je vais amener le lecteur, et on va passer d'un personnage très réel, très vrai, de personnes qui, au bout d'un certain nombre d'années, ne savent plus trop ce qu'ils font, ils ne savent plus trop quel est le questionnement d'une vie, avec un personnage qui, alors là, c'est James Bond, hein, c'est complètement fictif, et elle est parfaite, elle est belle, elle est intelligente, elle mène une grande opération, donc une opération contre des trafiquants d'armes internationaux, et justement, c'est dans cette opération que les deux personnages se rentrent ensemble, se rentrent dedans, et l'histoire va les amener à rester ensemble. Et on va s'apercevoir qu'en fin de compte, ce petit comptable, il n'est pas si médiocre que ça. Il va faire des choses qu'il n'a pas besoin de faire, mais qu'il va faire quand même. Et on va y trouver une force morale. Et elle, c'est une espionne, mais dans la réalité, c'est quoi une espionne de ce niveau-là? C'est un assassin. C'est quelqu'un qui va être prêt à tuer des gens si on lui dit de le faire. Et donc, elle va être un pion d'un gouvernement. Finalement, c'est peut-être pas aussi formidable qu'on le pensait au début. Et donc, les deux personnages se rééquilibrent comme ça. Et donc on se demande pourquoi, enfin évidemment il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, ils vont forcément s'aimer, puisque c'est un roman, mais aussi parce que, alors elle c'est un peu évident quand on est amoureux d'elle, puisqu'elle a toutes les qualités, c'est une femme superbe, et lui on comprend un peu moins bien pourquoi est-ce qu'elle va elle aussi tomber amoureuse de lui, et tout l'intérêt du roman est là, et peut-être qu'elle va tomber amoureuse de lui parce qu'il va réussir à la voir telle qu'elle est vraiment, et ça va lui permettre de mieux se comprendre peut-être aussi. Et puis, je ne vais pas tout vous dire, mais en tout cas, voilà. Alors, ce roman, je suis passé par France Loisirs, hein, donc c'était les éditions Chapitre, c'était une édition qui passait par Internet. Donc, ils ont, comme tout éditeur, ils ont eu le comité de lecture, voilà, ils ont fait quelques corrections très vides, enfin, ils n'ont pas fait grand-chose. Et ensuite, ils l'ont publié, mais un très beau format, que j'ai bien aimé. Et ils sont passés par beaucoup de sites de vente par Internet, principalement par Internet. Je ne l'ai pas beaucoup vu en librairie. Et par Internet, voilà, le site de vente qui a vendu, le seul qui a vraiment vendu, c'était Amazon. Voilà, je ne vais pas faire de la publicité, mais c'est Amazon qui a vendu. Parfait. Donc, à l'issue de ce roman, on m'a dit, des lecteurs m'ont dit, on a bien aimé, on voudrait une suite. Alors bon, une suite, je ne me voyais pas refaire une suite exactement pareille. Et en fait, j'ai eu l'idée de considérer, parce que c'est vraiment un roman d'espionnage avec de l'action, avec des fusillades en plein milieu d'un supermarché. Bon, c'était très James Bond, très action, donc pas forcément complètement réel. Donc j'ai eu l'idée de faire une suite, mais cette fois-ci dans le côté beaucoup plus réel. Cette suite, c'est ce roman-ci, Danse autour des flammes. Et Danse autour des flammes, donc on reprend un peu les deux personnages qu'on avait au départ, sauf que là, je vais partir sur une situation de perfection. Ça se passe très bien. Mais c'est eux, donc le couple qui s'aime, qui sont à Chypre, qui gagnent pas mal d'argent dans un fonds d'investissement. Tout se passe très bien. Et en fait, il veut écrire un roman pour elle, pour raconter leur histoire, leur rencontre, mais de manière un peu exagérée, un peu fictive. Et donc, il la dépeint comme une espionne. On va comprendre que c'est plutôt une histoire financière et d'autorité financière. Voilà. Et à partir de là, tout va très bien entre eux. Et puis, il s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples. Et qu'elle a des accointances avec la Russie, avec des opérations, enfin des services peut-être. Et donc, il va se poser des questions sur son bonheur. Est-ce qu'il est vraiment réel ou est-ce qu'il y a des choses derrière?
Et donc voilà. Alors, c'est un roman qui est intéressant parce que aussi, dans ce cas-là, comme j'ai vu dans l'ancien roman que c'était Amazon qui vendait tout, je me suis dit, je vais passer par Amazon. Et là, j'ai fait quelque chose que je pense très intéressant et que je vous conseille. J'ai rencontré, enfin, j'ai eu deux amis qui m'ont aidé. Un graphiste qui s'appelle Marco Fernandez qui a fait la couverture. C'est lui qui a fait l'image, la photo, toute la couverture, la quatrième de couverture aussi. Et la jeune femme que vous voyez ici est une autre amie qui s'appelle Anjuna Davis, qui est la fille d'un photographe assez connu et qui est aussi mannequin. Voilà. Et donc on a fait cette photo, enfin cette couverture qui est assez superbe, où on voit donc son joli visage avec ses yeux rouges qui montrent un peu que, bon, ben là encore, le bien, le mal, qui est-elle vraiment cette femme? C'est un peu la question de ce roman. Enfin, je m'étais dit, j'aimerais tenter un éditeur connu, hein, enfin un vrai éditeur, si je peux dire, professionnel. Et donc, je m'étais mis à écrire un nouveau livre parce que voilà, j'ai toujours besoin d'écrire. Là, et là, j'étais parti dans cette, je suis toujours d'ailleurs, dans cette passion. Et là, je suis parti sur un autre style, c'est un livre historique. C'est un livre historique, c'est celui-là. Et Le feu les fera renaître. Alors ce livre historique est intéressant parce que je m'étais dit effectivement de le faire éditer par un éditeur professionnel, donc en l'occurrence les éditions Maya. Alors première chose à laquelle je pense qu'il est très important pour tout auteur, surtout ne répondez jamais aux éditeurs pour lesquels vous devez payer. C'est tous ces organismes-là. Les éditions payantes, je ne sais plus le nom d'ailleurs, c'est tellement ça me répulse, c'est toujours une arnaque. Voilà. Un éditeur, un auteur n'a pas à payer. Il a écrit son roman, il a fait sa part, il peut participer peut-être de d'autres manières, notamment en participant au fait du livre, des choses comme ça, mais il n'a pas à payer. Si on vous propose une édition à compte d'auteur, voilà, le nom me revient, laissez tomber, c'est que ça vaut rien. De toute façon, on n'a jamais vu un livre à compte d'auteur réussir à être vendu de manière assez intéressante. Donc l'édition Maya, voilà, donc j'ai eu droit, donc j'ai un comité de lecture avec un vrai retour. Un comité de lecture, il doit vous faire un vrai retour. C'est pas 2 pages, enfin c'est pas que 2 pages, 2 lignes, là, avec de personnes qui n'ont peut-être même pas lu le bouquin. Il faut un vrai retour, voilà. Et là, donc, effectivement, j'ai eu 2 pages en disant, voilà, vos personnages, si, ça, bon, on a bien aimé pour ça, telle ou telle raison. Donc ça, c'est intéressant. Et à partir de là, vous avez donc un correcteur professionnel qui va venir derrière, qui va vous dire, bon, voilà, ce qu'il faut arranger, pas arranger, bon. Et puis, vous avez les graphistes aussi, toute l'équipe qui vient là. Et après, vous êtes vendu. Et là aussi, j'ai vu que finalement, il passait par Amazon, la plus grande partie. Je l'ai très peu vu en librairie. Donc, je me dis, finalement, même un éditeur professionnel, c'est peut-être pas la meilleure solution. À voir, chacun à voir. Il faut s'en occuper soi-même, il faut avoir un spécialiste du marketing, je pense. Là, je conseille à tous les artistes, à toutes les personnes qui écrivent des romans, qui veulent les publier et les diffuser le plus possible, essayez de trouver un ami qui fait du marketing, qui fait du commercial, parce que c'est ce talent-là qui nous manque. Alors, ce roman est un roman historique. Ça parle de la fin du XVe siècle, 1495. C'est juste un an après la campagne d'Italie, la première campagne d'Italie de Charles VII, pardon. Et en fait, c'est la fin d'un monde. Et c'est un peu quelque chose que nous vivons aujourd'hui, parce que c'est la fin de l'hégémonie américaine aujourd'hui. À cette époque, c'est la fin des villes italiennes, ces villes qui ont créé la Renaissance. Et donc, il y a tout un background historique qui est lié à cette histoire, à mon histoire fictive, et une histoire réelle. Cette histoire réelle, il y a les gros personnages. On a un pape à l'époque, ce pape, c'est le pape Rodrigo Borgia, donc, dont on a beaucoup entendu parler. Et à Florence, on a à la même époque un moine dominicain qui est Savonarola, qui va beaucoup apporter de changements, en tout cas beaucoup de discussions au sein de l'Église avec 2 personnes, donc Borgia et Savonarola, qui sont totalement différents évidemment. Et tout au long du roman, évidemment, on a cette confrontation. On a la confrontation avec les armées françaises qui envahissent l'Italie et les armées espagnoles qui deviennent la nouvelle hégémonie mondiale et qui s'affrontent avec les Français. Et là, dans cette histoire, la grande histoire avec un grand H, on a la petite histoire de mes personnages
À l'occurrence, un chevalier, un espie français, qui va se trouver confronté à des mercenaires et une mercenaire balte qui est de l'autre côté, payée par Rome, et qui vont encore une fois s'opposer en plein milieu de Florence. Ça va être une lutte à mort entre deux, et peut-être aussi une rencontre entre deux. Et en même temps, il y a cette accélération de l'histoire qui est réelle, avec des troupes françaises qui essayent de quitter l'Italie parce que le pape Borgia a établi la Ligue, la Grande Ligue, qui en fait unit l'Europe entière contre les armées françaises. Et l'Italie risque de devenir un piège à loup des armées françaises. Et du roi, bien entendu. Si le roi, évidemment, n'arrive pas à quitter l'Italie, eh ben, la France n'existe plus, quasiment. Voilà. Alors, c'est un roman historique. Pourquoi j'ai aimé écrire un roman historique? Parce que, en fait, j'ai été un peu choqué par les romans historiques existants, en tout cas de cette époque. Tous les combats que je voyais à cette époque, qui étaient racontés dans les romans, ils m'apparaissaient pas réels du tout. Et comme je fais de l'escrime, j'ai trouvé dommage, même des très bons bouquins, dommage que ces histoires, enfin ces descriptions de combats ne tiennent absolument pas debout. Il y a très peu de romans qui arrivent vraiment à donner le ton de ce qui se passe quand on se bat à l'épée à cette époque-là. Et il y a un très bon roman d'ailleurs, par contre, Pérez Reverte, qui lui a fait un roman sur le Cid, qui est très bon. Alors là par contre, il décrit bien les combats, et son roman est excellent. Mais bon, il était correspondant de guerre, c'est peut-être ça qui explique qu'il arrive à bien expliquer les choses. Mais beaucoup d'autres romans dont on entend parler, dont j'ai lu, c'était pas ça. Donc j'ai voulu apporter un peu une correction, ou en tout cas ma vision par rapport à cette époque. Et je me suis pris un peu au jeu de réécrire. En écrivant l'histoire, dans l'histoire, bon, évidemment, on est obligé de se renseigner, et on apprend beaucoup, et on s'aperçoit que les choses ne sont pas si différentes qu'aujourd'hui. Et donc, c'est assez passionnant. Ensuite, pour mon dernier roman à ce jour, ça a été l'objet d'une rencontre. J'ai rencontré un réalisateur qui a produit pas mal de films, qui a réalisé pas mal de films amateurs aussi. Et j'ai conseillé à Jenny de l'inviter, lui aussi, parce qu'il était un passionné. Et donc il m'a appelé pour un de ses films. A priori, au départ, c'était pour faire maître d'armes, pour expliquer, rendre les combats un peu plus réalistes, parce que c'était un film sur l'époque médiévale. Et donc il voulait faire quelques combats, et donc je devais expliquer comment on se battait à cette époque. Voilà. Et puis, le courant est bien passé, et il m'a dit non, mais finalement, je veux que tu joues. Alors j'ai joué dans ce film, c'était un grand plaisir de jouer. Et là aussi, c'était un rôle d'artiste, mais voilà, c'est très difficile pour moi qui ne suis pas acteur du tout. Mais c'est une note découverte. Et à l'issue de ce film, il m'a dit, écoute, j'aimerais que tu écrives le scénario de mon prochain film. Alors il m'a donné 3 choses. Il m'a dit, je veux que ce soit un film d'espionnage, je veux que ce soit en 1960 à peu près, pendant la guerre froide, et je veux qu'il y ait une histoire d'amour. Alors, plutôt qu'écrire un scénario, j'ai écrit un roman. Peut-être que j'arrive à écrire que des romans. J'essaierai d'écrire un scénario la prochaine fois. On peut tirer un scénario dessus là. Et ce roman, ça s'appelle Poker Menteur, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un roman d'espionnage, encore une fois. Et cette fois-ci, je suis allé vraiment au fond de l'idée de ce que c'est qu'un espion. Un espion, c'est pas James Bond. Hein. Un espion, c'est un manipulateur. Le rôle de l'espion, c'est de jouer avec la vérité et le mensonge. Lui doit tirer la vérité et il va vous donner du mensonge en échange. Et donc là, on a des personnages qui sont tous des espions et donc tous des menteurs. Sauf le personnage principal qui est une jeune fille qui se trouve embarquée un peu dans cette histoire. Une histoire qu'elle va avoir du mal à démêler le vrai du faux. Voilà, donc ça c'est mon dernier roman. Hein. Ça commence en 1958. Et c'est encore un roman historique, donc beaucoup plus récent. Voilà un peu le tour. Alors là, je l'ai publié directement avec Amazon, hein, puisque finalement, ça finit toujours par Amazon, donc autant passer par là directement, à voir plus tard comment organiser. Mais ce que je pense intéressant, et ce que j'ai bien aimé, c'est que depuis qu'il y a eu ces romans, ça m'a permis de découvrir des gens, de parler de ce que j'ai écrit et de comment ils l'ont ressenti. Et c'est assez étonnant parce qu'il y a parfois il y a beaucoup de lecteurs qui lisent au premier degré et qui ont aimé le rythme, qui ont aimé le côté charmant du roman, le côté roman, voilà. Et d'autres sont allés chercher plus loin et ont vu des choses plus profondes, des choses que j'avais mises et des choses que je n'avais pas forcément mises. C'est assez extraordinaire.
Et donc, il y a toujours une expérience formidable, quelque chose à en tirer en discutant avec les lecteurs, parce que chacun, finalement, en le lisant, recrée l'histoire. Donc voilà, je voulais vous expliquer un peu en gros ma passion. J'espère que peut-être qu'on pourra discuter. Si vous avez des questions, vous pouvez transmettre à Graines de Bonheur, pardon. Et j'espère qu'il y aura aussi d'autres. Enfin, j'espère, je suis sûr que Jenny va inviter aussi beaucoup d'autres personnes qui vont parler tranquillement, en prenant le temps de leur passion et de ce qu'ils ont fait. Parce que finalement, c'est ce qui est important. Parce que nous vivons un moment éphémère. La vie est courte. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière? Peut-être que les écrits, bon, il y a les enfants, il y a l'amour, ça c'est ça qu'on laisse bien entendu. Mais l'art aussi, ça peut être quelque chose de très important. En tout cas, c'est un besoin. Voilà, écoutez, j'ai passé un bon moment avec vous, j'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.